vous demandez à n'importe qui de vous dire une vérité définitive sur l'Algérie, vous n'en trouverez pas un. Tout reste dans le flou, dans le vague, dans l'approximatif. C'est censé être le sujet sur lequel la France a la plus grande expertise. Et pourtant, on ne sait rien sur l'Algérie. Si on prend les grands événements depuis 1962, et on creuse un petit peu, on s'aperçoit que la vérité officielle vole rapidement en éclats. Ce qui est terrible, c'est que la psychologie de ces gens-là, n'est-ce pas, ne réveille pas les consciences dans le monde occidental ou dans le monde oriental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'empêche que grâce à leur succès, au succès de tous les coups d'État, parce que l'histoire de l'Algérie, c'est une suite infinie de coups d'État. Alors, bien sûr, aujourd'hui, l'Algérie, c'est un trou noir. De Gaulle, son parti était pris de nombreuses années avant qu'il revienne au pouvoir. Pour lui, l'indépendance de l'Algérie était quelque chose d'inéluctable. En 1947, il disait à ses proches, on ne peut pas intégrer une population, et puis il utilisait des images que n'oserait pas prononcer Jean-Marie Le Pen aujourd'hui, en disant, imaginez 200 députés en turban à l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte? Et bon, il fallait se débarrasser très rapidement du boulet algérien. L'expression qu'il a utilisée, le dégagement, est assez significative. Il faut qu'on dégage. Et il fallait sauver l'essentiel. Et pour lui, et il le dit clairement, pour lui, c'est l'indépendance énergétique et la dissuasion nucléaire. Des accords d'Évian qui ont consacré l'indépendance de l'Algérie, qui sont une aberration historique, je veux dire. C'est une rupture constitutionnelle terrible. Et c'était une indépendance, du point de vue français, anticonstitutionnelle. Aucun des volets officiels des accords d'Évian n'a été respecté. Il y a 2 volets qui ont été respectés. Ils ne sont pas dans le texte officiel, ce sont des accords secrets sur les approvisionnements en pétrole et sur les essais nucléaires au Sahara. Jusqu'en 1978, la France continue à faire des essais chimiques dans le Sahara algérien, dans la région de Tindouf, dirigée par, devinez qui? Khaled Nazar. Mais ce que les historiens nient, c'est que De Gaulle a eu cette intention au départ d'infiltrer la révolution algérienne pour installer un pouvoir qui était acquis à ses objectifs. Le gendre du général de Gaulle, qui est le général de Boissieu, qui, dans ses mémoires, à quelques mois avant de mourir, il dit des hauts dirigeants de l'État algérien, aujourd'hui encore, travaillent pour nous. Je ne vous dirai pas leur nom parce que ça porterait atteinte à leur sécurité aujourd'hui. En 1982, le chef de la DST, Roger Weibot, dans ses mémoires, il dit « L'essentiel de l'appareil de la Fédération de France, donc la résistance algérienne en France, nous la contrôlions. » Et en 1975, donc, quand il écrit ses mémoires, il dit que des hauts dirigeants algériens travaillent encore pour nous. Je ne peux pas vous donner leur nom. 1962, la France a quitté l'Algérie, les Algériens ont acquis leur indépendance. La réalité, c'est que les Algériens n'ont pas acquis l'indépendance qu'on prétend leur avoir donnée à ce moment-là. Moi, je fais la démonstration que De Gaulle avait installé un pouvoir fantoche qui devait garantir les intérêts de la France dans une Algérie indépendante, et ça a fonctionné sur les grands dossiers sur lesquels De Gaulle avait en tout cas besoin d'avoir des appuis en Algérie, à savoir la construction de la dissuasion nucléaire, et puis sur le dossier du pétrole. En soubassement, c'était des sous-officiers, des adjudants, des sergents-chefs de l'armée française qui ont été promus officiers, capitaines, commandants,
2 mois, 2, 3, 4 mois avant l'indépendance, et qui désertent, qui se retrouvent à la frontière algérienne, en Tunisie et au Maroc, où était amassée l'armée algérienne. Ces gens-là, donc c'est des déserteurs de l'armée française qui, à la mort de Boumedienne, prennent de façon inattendue le pouvoir. D'abord en douce, en mettant une marionnette à la face du monde qui était Chadli, mais le vrai pouvoir, il était derrière. C'était essentiellement les déserteurs de l'armée française qui sont aujourd'hui même au pouvoir. Les principales figures, c'est l'Arbi Belkhair, qui est mort il y a 1 an. Al-Nzar, qui est toujours dans les parages et qui attend son heure pour revenir sauver les Algériens, encore une fois, de la talibanisation du pays. Mohamed El-Amari, c'est celui qui a instauré la terreur durant les années 90 et qui avait un seul mot à la bouche: éradiquer, éradiquer, éradiquer. Et pendant 10 ans, il a éradiqué, éradiqué, éradiqué. Il n'a pas éradiqué des terroristes, il a éradiqué des personnes, des vieillards, des femmes, des enfants. Ils sont les principaux déserteurs de l'armée française qui se sont retrouvés dans le pouvoir à partir de 1979 et qui progressivement ont éliminé toutes les oppositions possibles, soit en les éliminant physiquement, en les tuant, soit en les poussant à l'exil, soit en les intégrant dans leur système. Dans le livre, j'ai cité 3 cas qui constituaient des obstacles majeurs. Il y avait un bonhomme qui avait tissé des rapports d'amitié avec l'administration américaine et qui servait pour Boumedienne de sorte de diplomatie de l'ombre. Boumedienne, c'était le révolutionnaire tiers-mondiste, socialiste, etc. Et en dessous, il travaillait main dans la main avec les Américains. Et donc c'est Messaoud Zeggar qui est devenu qui a amassé une fortune colossale à l'époque, 2 milliards de dollars, tout simplement parce que tous les marchés que les Algériens, les sociétés algériennes concluaient avec les sociétés étrangères, lui, il se présentait comme intermédiaire et il touchait sa quote-part. Donc, ce bonhomme-là, il n'était pas dans les petits billets de l'Arbi Belkhair, qui est l'architecte de tout ce qui se passera à partir de 1979. Et donc, il fallait l'éliminer. L'éliminer, ça aurait été possible en le tuant, mais il fallait récupérer ces 2 milliards. Donc, ils l'ont mis en prison pour trahison et torture, sévices de tous ordres. Ils ont réussi à récupérer. Dès qu'ils l'ont arrêté, il leur a dit: si vous voulez, je suis prêt à signer tout de suite un chèque pour que les 2 milliards soient versés au trésor public. Alors, on dit non, pas question de ça. Les 2 milliards ont été échangés en Suisse dans les comptes de ce petit noyau dont le chef, je vous dis, est l'Arbi Belkhair. L'autre élément, c'était un général qui était désigné par Chadli Benjedid comme ministre de la Défense et qui faisait partie des anciens maquisards orientalistes, des vrais maquisards. Il décide de s'opposer à la signature de contrats que lui proposait justement l'Arbi Belkhair. Des contrats qui étaient ruineux pour l'Algérie, qui étaient inutiles. L'un de ces contrats qui a défrayé les chroniques, c'est la société Thomson, la société française Thomson, qui voulait doter l'armée algérienne d'une surveillance côtière pour 5 milliards de francs, alors que l'Algérie était au bord de la famine. Le prix du pétrole au milieu des années 80 avait atteint un plancher jamais vu. On était à 11-12 $ le baril. Ce général Bellossif dit non, il n'en est pas question, je ne vois pas l'utilité. D'ailleurs, c'était un système de surveillance qui allait plus profiter à l'armée française qu'à l'armée algérienne. On lui monte un dossier de corruption donné ici par la DST pour un petit appartement qu'il possède à Paris. Ils ont des fortunes colossales
Et ce bonhomme-là, on l'arrête parce qu'il a un appartement à Paris. Donc, condamné à la prison, hein, persécuté en prison, etc. Donc, on l'élimine. Et le troisième, c'est un avocat qui a participé à la mise en place des services de sécurité algériens durant la révolution à Tripoli, qui s'appelait Ali Messili, qui était devenu avocat, qui a fui quand il a vu les dérives en 1962 du pouvoir. Il a déserté, il a participé avec Aït Ahmed à la petite révolte en Kabylie. Ils sont tous retrouvés en prison. Il a réussi à fuir et à se retrouver en France, donc devenu avocat français, franco-algérien. Et c'était l'avocat de tous les déracinés. Et c'est en 1985 que sont noués des événements qui ont fait que le pouvoir français a donné l'autorisation pour que cet avocat soit éliminé sur le sol français. Ali Messili a été assassiné froidement par un proxénète au service de la sécurité militaire algérienne. Il a été arrêté par les policiers, convaincu de cet assassinat. Et qu'est-ce que fait Charles Pasqua? Il le met dans un avion et lui dit il faut absolument que tu t'en ailles. Il était arrêté, relâché et renvoyé en Algérie. Moi, je fais la démonstration que Charles Pasqua, Jacques Chirac et Robert Pandreau avaient donné leur aval. Et le marché, c'est que vous pouvez éliminer Ali Messili à condition que vous arrêtiez les attentats à Paris. J'apporte la démonstration que, à l'époque, les attentats qu'on a attribués à Georges Ibrahim Abdallah sont pilotés d'Algérie et que le seul qui ait payé cette vague d'attentats, c'est Georges Ibrahim Abdallah. Et c'est de tous les gens impliqués dans cette affaire, c'est peut-être celui qui avait le moins de choses à se reprocher. Il aurait dû être libéré en 2002 ou 2003. Il est toujours en prison. Et la corruption, évidemment, ça avait commencé avec un contrat pour l'achat de gaz algérien. La France, Mitterrand, avait signé un prix qui était 30% plus cher que le prix international. Celui qui négociait, c'était Claude Chesson. Là, du coup, c'est moi qui ai discuté avec un bonhomme qui raconte. À la table des négociations, il raconte, il dit j'écoutais Claude Chesson, je ne savais pas si c'était un ministre algérien ou si c'était un ministre français. On l'avait mis à l'époque sur le compte de l'aide économique pour un pays qui doit sortir du sous-développement. Le pouvoir français a dit on paye au trésor algérien. La Habib Khair, ça clique. Ils ont dit non, le surplus, vous nous le payez en Suisse.